Madame, Monsieur, bonjour et merci de rester fidèle à votre magazine consacré à l'environnement Écran Vert qui passe sur B1. L'année 2014 s'achève pour laisser la place à l'année 2015. Qu'est-ce que vous avez prévu comme activité durant cette année? Comment vous les évaluez? Nous allons pouvoir aborder de cette question avec la dynamique des groupes de peuples autochtones, une structure aussi militante pour la promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. Et nous en parlons avec M. Patrick Saïdi, qui est le coordonnateur de la structure, juste après cette virgule. Il a 32 ans, marié et père de 2 enfants. Patrick Saïdi est de nationalité congolaise avec une maîtrise de français, parlé et écrit, swahili et une bonne connaissance de l'anglais et de lingala. Coordonnateur national intérimaire de la DGPA depuis 2013, ce défenseur de droits de peuples autochtones pygmées est détenteur d'un diplôme d'État en pédagogie générale depuis 2004. Il a vu transformer son rêve d'enseignant, ses pensées orientées sur les questions environnementales et défense de droits de peuples autochtones. Déterminé à relever le défi pour la promotion des droits de peuples autochtones pygmées en RDC, Patrick Saïdi a plusieurs autres expériences, notamment en biodiversité et en préservation de la nature avec Gorilla Find en 2003. En 2009, une autre formation sur la genèse du changement climatique et une autre portée sur la RED et le mécanisme de financement sur le MRV et CESA. Une année après, soit en 2010, ce coordonnateur a fait une autre formation sur la cartographie participative avec le communauté local sur les forêts de communauté. Avancer l'accès sur la réduction des conflits régénérés par les ressources forestières avec WWF, la planification et le montage des stratégies avec Greenpeace. Parmi les autres postes occupés, l'on retient de Patrick Saïdi comme coordonnateur du club UNESCO pour la paix et le développement CUPAD en 2002. Représentant d'RND, institué à Kinshasa, basé à Bukavu en 2007 et en 2010, président de la commission MVR, Measure Reporting and Verification, du groupe de travail ClimaRed, société civile en RD Congo. Parmi les publications, celle de l'Atlas sur la localisation de peuples autochtones pygmées en RDC, la publication de la revue africaine pour les peuples autochtones, celle des articles de la revue annuelle d'Ingwaya. Patrick Saïdi, bienvenue. Bye bye 2014, on peut dire ça comme ça. Et bye bye 2014, mais qu'est-ce que nous pouvons d'abord retenir de l'année 2014? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez prévu comme activité? Est-ce que toutes les activités ont été réalisées? Merci encore pour cette opportunité que vous offrez aujourd'hui encore à la dynamique des groupes de peuples autochtones pour que nous puissions évaluer les activités qu'on a menées durant cette année 2014 et pourquoi pas voir comment nous projeter vers l'année prochaine, donc l'année 2015. En gros, je dirais que cette année a été riche en termes d'activités, en termes de perspectives, parce que pour la première fois, nous sommes en train de nous approcher petit à petit vers l'atteinte de nos objectifs. Et je dirais les activités qu'on a planifiées qui ont marqué cette année, c'est notamment la validation de la proposition de loi qui a été initiée par la DGPA avec les concours du collectif des parlementaires qui nous ont accompagnés dans cette lutte. Au-delà de cette validation, la dite proposition a été transmise à l'Assemblée nationale telle qu'elle stipule la Constitution pour voir si elle pouvait être inscrite pendant cette session du mois, disons, cette session de cette année, la session de septembre. Et je dirais, on est presque vers la fin de la session, parce que normalement la session s'achève le 15 décembre. Donc la proposition de loi n'a pas été inscrite. Et prochainement, il y aura une session extraordinaire. Nous sommes en train toujours de faire les plaidoyers comme d'habitude pour voir si cette proposition de loi peut être retenue pendant cette session extraordinaire, avant que nous puissions commencer la session du mois de mars 2015. Mais aussi, il y avait une grande marche qu'on avait organisée ici à Kinshasa. Et cette marche, c'était la toute première fois que les peuples autochtones pygmées sont descendus dans le rift de la ville de Kinshasa pour la toute première fois. Parce que souvent, nous parlons des peuples autochtones, mais beaucoup de gens peut-être ne les ont jamais vus.
Beaucoup de gens ont tout simplement le récit historique qu'on a tous appris à l'école. Et c'est pourquoi on a initié cette activité pour que cette communauté puisse descendre dans le riz, pas dans le cadre exhibitionniste au fait, mais c'était juste pour apporter un plus dans les plaidoyers qu'on est en train de faire pour aller vers la sécurisation de cette communauté, mais aussi essayer un peu de communier avec les frères autochtones du Katanga qui ont connu beaucoup de problèmes. Nous allons en tout cas en parler parce que nous parlons des droits des peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo. Mais parlons des activités, nous avons la proposition de cette loi. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui va changer? Alors, je peux dire oui. Sur l'échelle de 10, je me donnerai 4. Parce que la loi elle-même ne va pas apporter les changements tant voulus pour cette communauté. Mais notre souhait, c'est arriver déjà à définir un cadre juridique. Et ce cadre peut nous servir de référence en cas d'abus des droits de cette communauté. Donc l'idée, c'est déjà de définir ces cadres. Et à travers ces cadres, lors de l'élaboration des mesures d'application, voir comment on peut apporter petit à petit les changements auprès de cette communauté. Parce que dans ce travail, il y a aussi les changements de mentalité. Et comme vous le savez bien, les changements de mentalité, c'est un processus qui demande d'années, qui demande aussi un travail assidu sur le terrain. Beaucoup d'années, beaucoup de détermination, beaucoup d'abnégation, la bonne volonté aussi. Vous avez eu à échanger aussi avec d'autres structures, vous avez fait appel aux autochtones du Congo-Brazzaville pour bénéficier aussi de leur expérience par rapport à cette loi, parce que chez eux, ils étaient un peu plus avancés par rapport à la République démocratique du Congo, ils ont connu des couacs. Mais est-ce que, après avoir échangé avec eux, aujourd'hui, nous pouvons dire que vous avez pu contourner les entraves qui les ont amenés à reculer encore un peu? Je peux dire oui, parce que parmi les problèmes qu'on a pu enregistrer par rapport au processus du Congo-Brazzaville, c'est le fait que les processus avaient été pris en otage par le ministère de la Justice au niveau de leur pays. Et lors de la mise en œuvre, les autres secteurs ne se sentaient pas vraiment concernés par l'initiative. Et comme vous le savez, la question autochtone, elle est transversale. Elle touche plusieurs domaines de la vie nationale. Donc pour nous, l'idée c'était déjà de partir avec cette mobilisation en intéressant tous les secteurs concernés, notamment le ministère de l'Environnement, des Affaires sociales, les affaires parlementaires. Les parlementaires. Et nous sommes aussi bien intégrés au niveau de la présidence de la République à travers la conseillère spéciale du chef de l'État en matière sur les questions environnementales et foncières. Et c'est la même chose au niveau de la primature. Pour la première fois, il y a vraiment des ouvertures. Nous recevons des réponses à toutes nos correspondances et les portes sont grandement ouvertes. Alors pour nous, je peux dire, la différence entre nous et Congo-Brazzaville, c'est tout simplement parce que notre processus devient de plus en plus national et elle est en train d'intégrer à toutes les parties prenantes concernées par la question autochtone et la question environnementale. Alors, si vous parlez des peuples autochtones pygmées, actuellement, c'est quoi la grande actualité? Comment ils évoluent? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Alors actuellement, et comme dans les années passées, donc c'est toujours ces problèmes de discrimination, ces problèmes attachés, je dirais, aux éléments rétrogrades de nos coutumes. Et c'est même ça le cas au fait au Katanga, où la communauté qui vit sous l'oppression, le fait de vouloir tout simplement dire non à ça ou oui à ça a conduit à tous les événements malheureux qu'on a déplorés dans la province du Katanga. Mais je dirais quand même il y a déjà l'espoir par rapport au travail qu'on est en train de faire. Et actuellement, on a vraiment une communauté totalement mobilisée, totalement sensibilisée, parce qu'au-delà du plaidoyer, au-delà du militantisme qu'on fait, on est aussi en train de militer pour la cohabitation pacifique entre les communautés autochtones et les communautés bantoues, parce que ce sont des communautés qui ont vécu ensemble, même si les relations étaient tendues. Mais l'idée, c'est de voir comment amener cet espoir tout en promouvant la cohabitation. Et c'est ça même l'objectif de notre gouvernement actuel, comment aller vers la cohésion et l'unité nationale. Cohabitation pacifique, certes, mais il y a aussi un processus, comme vous l'avez dit, c'est pas de façon brutale, c'est ce qu'on a vécu au Katanga. C'est parti d'un petit problème qui a déclenché et nous amené à enregistrer des morts, ce qui a fait à ce que le ministre de l'Intérieur, accompagné d'une forte délégation partie de Kinshasa, constitué également des pygmées, puisse descendre sur le terrain et aller échanger avec ces citoyens congolais aujourd'hui qui s'entretuent. Vous ne trouvez pas qu'il y aller aussi de façon brutale, ça ne pourra pas changer
changer la donne, il faudra préparer et les Bantous et les Pygmées, voir dans quelle mesure y aller mollo mollo. Et c'est ça notre approche, parce qu'actuellement on a même intégré plusieurs processus, la vidéo participative, donc tout ce qui peut nous permettre au fait à amener les deux communautés autour de la table. Mais le problème, c'est souvent les autorités qui ne sont pas trop sensibles par rapport à nos doléances. Comment ça, ils ne sont pas sensibles? Parce que quand le ministre de l'Intérieur accepte de descendre sur le terrain, il n'a pas été sensible? Oui, donc je dirais que c'était une bonne chose, mais il n'y avait pas aussi de prévoyance au fait dans l'action. Parce qu'il ne faut pas tout simplement qu'on se met debout quand on est déjà fait accompli. Parce qu'il y a des choses qu'on peut régler par anticipation. Et quand on a essayé un peu de Mais il y a aussi des choses qui ne s'annoncent pas. Donc qui vous tombent brusquement comme ça. Ça s'annonce dans tous nos plaidoyers. On essaie un peu de démontrer qu'il y a des problèmes sérieux au niveau de la base. Au Katanga, par exemple, c'est un problème qui a surgi du coup. C'est pas non, c'est un problème qui date depuis. On n'en disconvient pas, ça date, mais l'ampleur n'était pas la même. L'ampleur n'était pas la même, tout simplement parce que les médias se sont mêlés. Tout simplement parce qu'il y a des organisations internationales, notamment les Nations Unies, qui ont fait un rapport là-dessus. Mais quand c'est nous, les organisations locales, qui parlons, des fois, on ne donne pas beaucoup de crédit à ce qu'on dit. Parce que souvent, on dit non, ils sont en train de crier, tout simplement. C'est une façon de chercher les financements, c'est une façon de plaire aux Occidentaux, ainsi de suite. Mais c'est la même préoccupation qu'on trouve dans toutes les provinces de la République. Et notre souci, c'est de dire, écoute, au niveau local, il y a un problème. Même si nous sommes bien à Kinshasa, mais il y a des problèmes qui nécessitent à ce que l'État s'implique. Parce qu'il y a des solutions que nous, on peut apporter, et il y a des solutions que l'unique l'État peut apporter par rapport aux attributions des uns des autres. Notre travail, c'est aller, c'est alerter, c'est un peu de sensibiliser, tout en demandant à l'État d'apporter les solutions durables. Parce que nous, comme ONG, il est difficile d'apporter les solutions durables par rapport à une situation, mais on peut atténuer la situation. Et venir, acquis des droits, présenter un rapport et voir ce qu'ils peuvent faire pour voir comment éradiquer ces genres de fléaux dans notre pays. Mais ça n'a pas été le cas. Mais le jour qu'on a créé, c'était d'ailleurs la première fois qu'on voit le ministre de l'Intérieur quitter Kinshasa, aller dans nos territoires au niveau le plus reculé pour aller rencontrer le peuple autochtone. C'était déjà une action à saluer. Mais après, il n'y a pas eu de suite. Qu'est-ce que vous faites qu'il n'y a pas eu de suite? Mais aussi parce qu'il fallait aussi créer des astuces, parce que c'est un problème qui a surgi. Ce sont des communautés qui habitaient depuis de longues dates. Et pour ça, on a prévu quand même des activités qui pouvaient le mettre ensemble. Et désormais, on a parlé de matchs de football où il fallait associer les populations autochtones pygmées aux Bantous. Tout ça, il y avait quand même des astuces comme ça. Pour ceux que ça ne vous a pas arrangé, il fallait aller au-delà, selon vous? Oui, je sais, on peut organiser des matchs de football. Ça ne suffit pas, mais c'est aussi une des astuces. Peut-être en faire un championnat, pourquoi pas? Parce que les matchs de football, juste d'une journée, ne va pas résoudre un problème qui a des racines. Mais du moins, ils avaient tous avaient accepté de cohabiter pacifiquement. Oui, ils ont accepté tout simplement parce qu'il y avait une pression, parce qu'il y a le ministre de l'Intérieur, il y avait le gouverneur de la province, les forces armées, la police. Bon, il y a d'abord une pression. Et tu vois, nous tous devant une pression, ça peut changer la perception de la chose et la réponse qu'on donne par rapport à la chose. C'est comme une personne qui est interrogée sous la torture. Tu vois. Donc je ne dis pas que les communautés étaient torturées d'une manière ou d'une autre, mais ils étaient devant une pression. Et je ne pense pas que l'attitude affichée pendant cette période-là était vraiment l'attitude durable par rapport à la situation qu'ils ont traversée. Mais par contre, j'avais rencontré physiquement le ministre de l'Intérieur. Il nous a reçus dans son cabinet. On a pu échanger et on avait même formulé un certain nombre de recommandations par rapport à ces situations, parce qu'il lui a dit qu'il faut mettre en place un processus, vraiment un processus qui doit non seulement aller adresser la situation actuelle, mais aussi interroger les situations intérieures pour connaître quels sont les éléments causaux par rapport à la situation. Quels en sont ces éléments? Bon, notamment, on lui disait pourquoi pas déclencher carrément donc, un grand travail sur la cohabitation pacifique, dans lequel on peut prendre par exemple le match de football comme une activité d'un grand processus. Parce qu'il y a les sons qui a coulé, il y a les communautés qui se sont déchirées, et pour le ramener encore ensemble, donc ce n'est pas vraiment le match de football qui va résoudre. Pas seulement le match de football, il y a plusieurs astuces, il y a plusieurs activités qu'on devait également prévoir. Mais aujourd'hui, comment se présente la situation sur le terrain? Alors la situation, elle est toujours préoccupante parce que j'étais aussi au Katanga où j'ai rencontré le ministre. Il y a combien de temps? Non, il y a de cela un mois où j'ai rencontré le ministre intérieur et donc le ministre provincial de l'Intérieur. On a pu échanger parce qu'il venait d'ailleurs du terrain. Et je dirais il y a quand même quelques territoires où les peuples autochtones pygmées ne peuvent pas accéder.
Et c'est vice-versa. Il y a aussi quelques territoires où les communautés bantoues ne peuvent pas aussi accéder. Pourquoi? Bon, il y a toujours les tensions entre les deux communautés, tu vois. Mais il y a aussi beaucoup de peuples autochtones pygmées aujourd'hui qui sont toujours déplacés par rapport à leur territoire d'origine où ils ne peuvent plus rentrer. Et il y a vraiment une grande préoccupation humanitaire sur le terrain, parce que ce sont des enfants qui n'ont pas à regagner l'école. C'est autant de familles et de ménages qui se retrouvent dans des sites où ils n'ont pas les assises en termes d'activité locale. Parce que, comme vous le savez, les pygmées ne sont pas vraiment des cultivateurs. Or que l'agriculture est un élément d'intégration de la sédentarisation par rapport à la zone. Et ils vivent plus du ramassage et de la chasse. Et ils les font souvent dans des milieux qu'ils maîtrisent les miens par rapport aux ressources. Donc, la forêt, d'ailleurs, ils sont les premiers gestionnaires de la forêt, donc personne n'a la maîtrise de la forêt plus que les peuples autochtones pygmées. Et encore une autre question, nous avons parlé de la situation préoccupante au Katanga, et il y a également un événement culturel que vous avez organisé qui a fait bouger l'actualité dans tous les sens. Il y a des délégations qui sont venues des différentes provinces. C'était quoi qui vous a motivé à organiser cette activité culturelle et qu'est-ce que vous vouliez transmettre comme message? Oui, alors ce qu'on voulait transmettre comme message dans ce genre d'activités, surtout les activités culturelles avec une grande mobilisation au niveau national. Donc le message, c'est d'abord que les peuples autochtones pygmées sont des personnes comme nous. Donc la différence culturelle, moi je pense, dans un pays, c'est une richesse et pas un élément de la séparation ou de dénigrement de l'autre. Parce que souvent, les peuples autochtones pygmées sont discriminés, sont mis à l'écart tout simplement suite à leur mode de vie, suite à leur façon de voir la chose ou suite aux liens qu'ils entretiennent peut-être avec la forêt. Alors pour nous, dans ce genre d'activité, c'est de démontrer tout le vertu culturel que regorge les peuples autochtones à travers leurs us et coutumes, mais de démontrer aussi le lien et la façon dont ils gèrent les écosystèmes forestiers de notre pays d'une manière durable. Mais au-delà de ça, c'est aussi sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale par rapport à la cause de cette communauté, leur permettre de pénétrer le monde autochtone et au finish, c'est aussi les actions de lobbying et des plaidoyers auprès des autorités de tutelle par rapport à la situation de cette communauté. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Vous parlez de la promotion des droits des peuples autochtones pygmées, un grand festival, une grande marche, et au finish, c'est un bantou qui livre un concert. Pourquoi ne pas donner la chance aux pygmées de s'exprimer par rapport à cette journée? Merci pour cette question. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on me la pose. C'est vraiment une question très, très intéressante. On a reçu beaucoup de critiques par rapport à ça. Alors, au finish... On a fait appel à l'artiste et musicien Weranson. Y avait-il pas des pygmées, des renommées aussi, même nationales, même locales, qui pouvaient aussi faire bouger... Bon, sur le plan stratégique, c'était juste en termes d'accompagnement, parce que souvent, il dit qu'il est le roi de la forêt. On ne se convient pas. Et nous disons que les peuples autochtones pygmées sont les peuples de la forêt. C'était juste une comparaison, en fait, ou peut-être un duel entre les rois et les propriétaires de la forêt pour voir comment attirer tout simplement l'attention de l'opinion. Vous nous parlez de la discrimination aujourd'hui, vous avez encore affaire à un roi de la forêt et les gestionnaires de la forêt, vous voyez encore ce que ça fait? Oui. Pas une vision qui place encore le pygmée dans une position de faiblesse? Je pense lors de sa prestation, il nous a prouvé le contraire en se disant que c'était juste un titre. Bon, c'est sur le plan musical, c'est sur le plan de la marketing, mais l'idée ce n'était pas de dire ok, aujourd'hui Wera tu n'es plus le roi de la forêt, ainsi de suite, mais c'était tout simplement d'attirer l'attention de l'opinion. Et aujourd'hui on est en train de vouloir renverser la donne, parce que bon, on n'est pas encore en termes de perspective, mais bon, j'anticipe. On doit organiser un festival international, donc l'année prochaine. Là je parle vraiment du festival international. Ça sera où? Ça serait ici à Kinshasa au mois de mars. Et pendant ce festival, il y aura d'abord la mobilisation des non-autochtones à nous venant de toutes les provinces de la République, à part les Bas-Congo. On aura aussi les autochtones, une fois de plus, du Congo-Brazzaville, cette fois-ci du Cameroun, de la République centrafricaine. On aura le Sami, ce sont les autochtones qui vivent en Norvège, vers le pôle Nord. On aura les autochtones qui viendront de l'Amazonie.
donc les Amérindiens, on aura aussi les autochtones qui viendront de l'Indonésie et Malaisie. Donc à cela, je ne pense pas qu'on... Et le Brésil, vous avez exclu pourquoi? C'est la première puissance Non, en fait, quand j'ai parlé de l'Amazonie, j'ai fait carrément allusion au Brésil. Donc c'est plus les autochtones du Brésil qui viendront, parce que nous aussi, on a eu à faire quelques visites de ces communautés dans leur milieu local. Donc ça sera aussi pour nous l'opportunité de leur permettre quand même d'arriver pour la toute première fois en Afrique. Et la première fois qu'ils arrivent en Afrique, c'est en République démocratique du Congo. Donc c'est le pays qui va accueillir toutes ces délégations qui viendront au départ les mondes à travers ce festival. Et je pense qu'on ça implique aussi un budget conséquent. Non seulement un budget conséquent, la sécurité, et on est en pourparlers avec les autorités de la République, donc au niveau de la présidence, de la primature, pour voir comment le gouvernement va se saisir de l'événement. Il va durer combien de jours ce festival? Ça va prendre 3 jours, donc c'est au théâtre de Verdir. Et pendant le festival, on aura beaucoup d'activités événementielles sur le plan culturel, parce qu'on va créer des villages autochtones, pour permettre à toutes ces délégations de nous montrer un peu quelles sont les vertus de leur culture, quelles sont les différences qu'on peut enregistrer entre les différentes cultures. On aura aussi des workshops, on aura des conférences débats avec les autorités. Encore une autre question. Pourquoi ne pas par exemple prendre cet événement et l'organiser en pleine forêt? Oui, pourquoi ne pas? Vous préférez parler de la forêt mais dans les milieux urbains? Alors c'est vraiment la toute première fois qu'on se livre à ce genre d'activité. C'est la première fois que moi-même je serai confronté à une telle activité. Et je te dirais que j'ai un peu peur. Donc il reste presque 3 mois. Alors, il y a par rapport à la taille de l'activité? Par rapport à la taille, il y a des défis logistiques énormes. Donc aujourd'hui, aller faire une telle activité en province, ce n'est pas une mince affaire, surtout sur le plan logistique, avec tous les problèmes qu'on a avec les compagnies aériennes. Donc ça ne sera pas... On n'en disconfirme pas, c'est quelque chose qui se prépare. Et aussi encore une autre question, si vous nous dites qu'ils vont faire des villages autochtones, on a parlé des villages de la francophonie, et qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de ces villages? Et n'allez-vous pas retomber dans la même situation? Bon, je ne pense pas, parce que l'objectif qui est caché derrière ce festival, c'est aller vers l'économie verte. C'est-à-dire, c'est aussi voir comment, parce que j'ai dit, il y aura l'exposition, il y aura beaucoup de choses, c'est de voir comment renforcer les pouvoirs économiques locaux des peuples autochtones pygmées, mais aussi peut-être pour répondre concrètement à votre question. Au-delà du festival, donc à part les 3 jours du festival, il y aura une mission de terrain, seulement avec la délégation du Brésil qu'on va amener en Équateur avec les médias internationaux, les médias... Pourquoi seulement cette délégation et pas les autres? Bon, pourquoi seulement cette délégation? Comme je l'ai dit tantôt, on a eu à visiter aussi cette délégation chez eux. Donc on était au Brésil pour voir ce qu'ils sont en train de faire au niveau du terrain. Donc on veut aussi les amener chez nous pour leur permettre de voir ce qu'on est en train de faire, de rencontrer les peuples autochtones pygmées dans leur milieu local. Et j'espère que Écran Vert et vous-même, vous serez là pour montrer à tous les Congolais de quoi nous sommes capables et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup pour cette invitation de mars 2015. Monsieur Patrick, quelles sont les autres activités que vous avez prévues pour cette année 2014 que vous n'avez pas pu réaliser? Alors, je dirais, on a presque réalisé toutes nos activités, mais c'est le fait que la proposition de loi n'a pas été inscrite à la session pour cette année. Donc, je dirais que ce n'est pas un échec, mais bon, c'est la lutte. Le gouvernement a beaucoup de priorités, l'Assemblée nationale a beaucoup de matières à traiter. Et je pense que, comme l'avait dit d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale, la question autochtone fait partie des priorités. Le chef de l'État l'avait aussi souligné pendant les concertations nationales. Je pense que toutes les autorités sont mobilisées et l'année 2015, on va essayer un peu de peut-être satisfaire cette attente qu'on n'a pas pu atteindre. Vous parlez des concertations nationales, il y avait encore un petit souci. Les peuples autochtones pygmées ont parlé aussi de leur représentativité. Ils n'ont pas été alignés. Oui, et d'ailleurs, depuis le début de l'émission, et là, jusqu'à la fin, vous verrez que je parle maintenant des peuples autochtones pygmées. Donc, c'est le problème qu'on a eu avec les concepts autochtones. Parce qu'il y a beaucoup de nos amis du plateau de Batéké. Pygmées démarquent des autres autochtones. Tout le monde est autochtone de quelque part, nous venons tous de quelque part, nous avons nos appartenances, mais on n'est pas tous pygmées. Donc c'est au moins ça la différence. Et à ce moment-là, s'il s'agit maintenant de la représentativité dans les instances de prise de décision, on parlerait des peuples autochtones pygmées. Nous tendons vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez eu à rencontrer aussi des difficultés qui ne vous ont pas permis d'atteindre certaines missions que vous avez prévues?
Oui, il y a eu des difficultés parce que aussi, vous voyez, nos actions s'inscrivent toujours à long terme. Et je dirais la longue attente du gouvernement nous a aussi porté préjudice parce qu'on ne savait pas vraiment avec qui s'engager à long terme par rapport aux actions et par rapport aux décisions qu'il fallait prendre. Donc nous remercions encore une fois de plus les chefs de l'État et nous espérons que le nouveau gouvernement va suivre les pas de l'ancien gouvernement en termes toujours de la protection non seulement des peuples autochtones pygmées, mais pourquoi pas de tous les Congolais en général. Un message particulier à lancer aux peuples autochtones pygmées, comme nous avons parlé d'eux sur ce plateau? Alors, le message que je peux juste leur lancer, c'est bonne année. La lutte continue. Et ce n'est pas seulement la DGPA ou Patrick qui amèneront cette lutte vers l'apogée. Donc c'est une question de tout le monde. Pourquoi pas Bibi? Pourquoi pas eux qui sont dans la forêt? Et Convert s'y implique à fond. Et j'espère que la vie sera encore de plus en plus verte avec Convert. Voilà. Merci beaucoup, M. Patrick Saïdi. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique des groupes de peuples autochtones, Pygmées en République démocratique du Congo. Merci. Mesdames, Messieurs, la DGPA a fait l'évaluation sur le parcours 2014. Vous avez suivi, ça a été intéressant. Nous vous attendons aussi à pouvoir